Donc, bonjour à tous, à toutes et à tous. On est ravis encore une fois de vous retrouver pour ce dernier webinaire, last but not least, donc notre série de webinaires pour Sustainable Month for Sustainable Fashion. Cette introduction aujourd'hui, je la vois plus comme une introduction-conclusion afin donc de clore notre mois durable après ces 4 semaines ensemble. Et on ne va pas déroger à la règle. On a pris l'habitude de commencer à chaque fois par une citation. Donc, une citation de grands créateurs, en commençant par Yves Saint-Laurent, Olivier Rostaing ou encore Jean-Paul Gaultier, qui nous parlait donc du changement que la mode doit opérer lors de la Fashion Week, donc de son dernier défilé en 2019. Aujourd'hui, ce n'est pas une citation d'un créateur, mais de quelqu'un qui est très important dans le monde de la mode. Il s'agit d'une critique mode. Il s'agit d'une des femmes les plus influentes donc, dans ce domaine. Il s'agit de Suzy Menkes. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Suzy Menkes. Elle est peut-être un peu moins connue du grand public que sa consoeur et néanmoins rivale Anna Wintour, la célèbre Anna Wintour. Alors, Suzy était donc jusqu'à fin 2020 journaliste et critique à Vogue International. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Je cite. La pression de la mode rapide et de l'Internet instantané pour créer des nouvelles choses constamment épuise. Alors, à votre avis, cette citation date de quand? 2019, 2020? Eh bien, figurez-vous, cette citation de Suzy Menkes date de 2011. Et oui, c'était déjà il y a 10 ans. Cette déclaration, en fait, Suzy Menkes, elle critiquait déjà, elle dénonçait déjà le rythme infernal des maisons de couture qui imposaient ce rythme infernal à leurs créateurs et ces maisons de couture qui voulaient suivre le rythme aussi des collections de la fast fashion et donc ce qui a pour elle quelque part causé le suicide entre autres de Alexander McQueen, la cure de désintox de Calvin Klein ou encore la chute de John Galliano. Le mantra de Suzy Menkes a toujours été « The change is the essence of fashion ». Donc, le changement est l'essence de la mode. Et elle a ajouté dernièrement « How true that now ?» Combien c'est vrai maintenant? Et oui, en effet, la mode a toujours su s'adapter aux changements sociétaux et aux crises. Quand on connaît l'histoire de la mode, l'invention de la haute couture avec Charles Frederick Worth, qui inventa la couture, puis Poiret au 19e siècle, qui a libéré la femme, il nous a libérés en supprimant le corset, Lanvin qui a inventé la robe, Vionnet ou encore Chanel avec cette mode libre, la mode des années 20, la mode garçonne qui est arrivée après la Deuxième Guerre mondiale, et puis les années folles. Et oui, des crises sanitaires ou autres naissent les initiatives. Et les initiatives, en ce moment, il y en a. On commence par exemple par Gucci, Circular Lines, qui ont décidé donc d'avoir moins de turnover, davantage de produits durables. Telle est devenue donc la stratégie de Gucci. Ils ont lancé dernièrement Off the Grid, c'est-à-dire la marque débranchée quelque part. Plus tôt dans l'année aussi, la maison Alexander McQueen a annoncé faire don de ses tissus à des jeunes créateurs afin d'encourager les grands créateurs de demain. Burberry lance le programme Burberry Fabric, dont l'objectif donc est de soutenir les communautés créatives par la solidarité, écologie et création artistique. L'objectif donc est de trouver un nouveau modèle qui permet aux marques de faire don de tissus facilement. Alors en France, une entrepreneuse qui est un peu dans la même lignée que Burberry tente d'aider les jeunes marques à se procurer des chutes de tissus et à les mettre en relation avec d'autres marques. Nous verrons cela tout à l'heure avec Eleonore et sa marque Uptrade. On va voir comment ça fonctionne ce système. Alors si les marques se sont mises à des initiatives, c'est parce qu'il y a un marché derrière. En effet, selon une étude Ipsos 2020, près de 2 Français sur 3 affirment que l'engagement des marques et des entreprises en matière de développement durable constitue un critère de choix important en matière de mode. 65% des consommateurs affirment qu'ils envisagent d'acheter des articles de mode plus durables et 38% des Français souhaitent changer de mode de consommation
et acheter des produits moins chers mais durables. En effet, en regardant de plus près, on voit que les consommateurs affolent plutôt du second-hand. Et en effet, 40% des consommateurs ont acheté au moins un produit second-hand en 2020. Donc, face à cet engouement de la part des consommateurs, on a vu les grandes marques s'y mettre, mais aussi il y a des marques comme La Redoute qui a lancé aussi la reboucle. Donc, les consommateurs, eux aussi, donc, souhaitent partir vers ce qu'on appelle la slow life. Parce que oui, comme on a dit la semaine dernière, doing business as usual, ce n'est plus un choix, ce n'est plus possible, voire un impossible. Alors, comment se constituer une garde-robe responsable, durable et éthique, mais à la fois une garde-robe branchée, stylée et pas très chère? On va avoir aujourd'hui quelques astuces pour le faire. Nous n'allons pas accueillir Suzy Menkes ou Anna Wintour, mais peut-être la prochaine, en mode durable, nous allons accueillir Victoire Sato, et donc la fondatrice de magazine The Good Goose. Elle va nous donner plein de tips super sympas. J'adore. Donc, après, nous allons accueillir une petite surprise qui n'était pas prévue à l'agenda. Nous allons accueillir la marque Thelma Rose et sa fondatrice Sidonie Dumoulin. Et nous terminons avec Grégory qui va nous donner une vision globale sur l'économie circulaire afin de voir son importance ailleurs sur d'autres secteurs que la mode. Alors, pour terminer, on peut se poser une question. Est-ce que nous allons vers une mode plus durable à long terme? Pour ce secteur qui pèse très lourd en France, il pèse 145 milliards d'euros, il génère 600 000 emplois directs et plus de 1 million d'emplois indirects. Il génère ainsi 1,7% du PIB français. Alors, il est indéniable, la crise du Covid a eu une incidence importante sur l'industrie de la mode. Elle a laissé le temps aux consommateurs, mais aussi aux designers, aux entreprises, de réfléchir à des valeurs et à l'essentiel. Alors, moi, je peux finir en disant qu'il faut profiter de cette pandémie et il ne faut pas revenir sur les initiatives qui ont été mises en place. Il faut profiter de cette pandémie pour avancer, pour changer la mode. Et je finirai par dire que nous, ou le consommateur, gagnera quand on arrête de parler de mode responsable parce que tout simplement, ça deviendra la norme. En tout cas, ici à l'IAE de Nice, notre mission est de former les managers de demain qui développent des actions engagées pour une économie globale, durable et éthique. Et nos valeurs prônent nos 3 premières lettres, IAE, intégrité, action et engagement. Sans plus attendre, on va donner la parole à nos invités. On va commencer avec Uptrade. Pour cela, je serai accompagnée donc de nos étudiants de M2Com, Mathilde, Alison, Nicolas, Natacha, Florian. Céline nous accompagne aussi. Et on va commencer donc avec Uptrade. Éléonore, Mathilde, si tu peux nous passer une petite vidéo. Donc, pour mieux connaître Uptrade, on va diffuser une petite vidéo. Et après, on aura quelques questions à Éléonore. On n'entend pas? C'est normal. Le son n'a pas été sélectionné, là, visiblement. Première, restait inutilisée. Mathilde, tu peux repasser, s'il te plaît? On n'avait pas le son. Oui, pardon. C'est pour ça. Bonjour.
Bonjour, moi c'est Eleonore. Moi, c'est Charlotte. On va vous présenter Uptrade. Dans mon expérience précédente, mon rôle était de trouver une seconde vie à des produits inutilisés. J'ai travaillé avec des grandes marques de mode qui avaient des problématiques de surstock. C'est pas seulement un ou deux clients, c'est un ensemble de clients qui étaient concernés par la même problématique. Et en faisant plus de recherches, je me suis rendu compte que dans les processus de fabrication des vêtements, 12% de la matière première restait inutilisée. C'est pour ça qu'on a décidé de créer Uptrade, bureau d'achat qui sauve les tissus et qui les met à disposition de ceux qui savent leur donner une seconde vie. Très simplement, on achète, on trie et on revend. On a deux bénéficiaires. Le premier bénéficiaire, c'est celui à qui on achète les stocks. Ça peut être une grande marque de mode, un fabricant de tissus ou un façonnier. Le deuxième bénéficiaire, c'est donc celui à qui on revend les tissus. Ça peut être des marques d'upcycling, des créateurs, des écoles de mode, des costumiers, un tas d'acteurs qui savent donner une seconde vie à ces matières premières. Notre objectif, c'est de limiter la production de nouvelles matières en réutilisant ce qui existe déjà. Par exemple, cet été, on a sauvé un lot de 770 rouleaux. On a permis d'économiser plus de 11 millions de litres d'eau, soit 3 piscines olympiques, et l'équivalent en CO2 d'une fois et demie le tour de la planète en voiture. Grâce à Uptrade, on a donc un réel impact positif sur l'environnement. Merci Mathilde. Bonsoir Eleonore. Bonsoir. Alors Eleonore, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous avant de commencer après avec les questions des étudiants, vous présenter à nos étudiants, à tous les participants? Bien sûr. Donc, bonsoir à tous. Je suis Eleonore, donc la cofondatrice d'Uptrade. Alors moi, je viens pas du tout du monde de la mode à la base. J'ai un parcours universitaire assez classique, on va dire. J'ai fait des classes préparatoires aux écoles de commerce et j'ai ensuite rejoint une école de commerce où j'ai suivi des cours surtout axés sur la communication et sur le management. Depuis très jeune, en fait, je suis engagée dans des associations et des projets de solidarité internationale, donc ça m'a permis de beaucoup voyager et d'avoir cet ancrage et cet intérêt pour pour le social et les causes environnementales depuis toujours. Donc j'ai vécu 3 ans à l'étranger. J'ai travaillé au Cambodge dans une entreprise sociale dans le domaine du textile qui développe des fibres naturelles comme la fibre de lotus ou le kapok et qui militait pour l'indépendance des femmes. Donc ça m'a permis d'avoir déjà un premier aperçu sur ce monde-là. Et ensuite, j'ai rejoint l'Australie pour faire mon Master 2 et j'y suis finalement restée 2 ans. Donc ça a été une expérience assez enrichissante. Et quand je suis rentrée en France, j'ai d'abord fait un service civique au sein d'une grande ONG française. Et j'ai ensuite rejoint une start-up française dans le domaine de la EdTech, donc tout ce qui est éducation numérique, dont l'objectif était de diminuer le clivage qui pouvait exister, la fracture numérique en fait entre soit différentes zones géographiques en France, soit différents milieux sociaux. Donc c'est autant d'expériences en fait qui m'ont menée où je suis aujourd'hui, et en parallèle de toutes ces expériences, je me suis de plus en plus intéressée aux enjeux environnementaux. J'ai au fur et à mesure repensé mon mode de consommation, aussi bien vestimentaire qu'alimentaire. Je me suis interrogée sur l'impact induit par ce qu'on consommait en fait. Et côté professionnel, est arrivé un peu ce moment fatidique où j'étais plus vraiment alignée en fait avec les valeurs de la boîte dans lesquelles j'étais à ce moment-là. Donc j'avais besoin de trouver un projet qui me correspondait plus, de me recentrer sur ce que j'aimais faire. Et je connaissais du coup Charlotte, qui est l'autre cofondatrice d'Uptrade. On était amies et en fait, elle a passé 10 ans dans une boîte pour laquelle elle faisait de la revalorisation d'actifs sous-performants, donc de produits en fin de vie. Donc elle, son dada, en fait, c'est le challenge et c'est de trouver des solutions à des problèmes dont plus personne ne veut s'occuper. Et clairement, avec Uptrade, on tape dans le mille. Donc voilà mon parcours, pour expliquer un peu mon parcours, d'où je viens et comment on en est venu avec Charlotte à réfléchir sur le projet. Très bien. Donc ça prouve à nos étudiants qu'on n'est pas obligé de sortir d'une école de mode et se lancer dans ce domaine-là. Et puis, votre rencontre avec Charlotte, je pense que parfois, certaines rencontres sont déterminantes aussi et qui nous permettent de prendre certains virages ou rentrer dans les Totalement.
Totalement. Et puis en plus, en termes de formation, si je peux me permettre, il existe Oui, aujourd'hui un certain nombre de choses qui sont faites pour de la formation continue. Donc, on a eu la tout à chance de fait. pouvoir suivre une formation à l'IFM sur la connaissance des étapes. Donc, Oui. ça a aussi permis d'avoir certaines bases en connaissances textiles. Et puis derrière, évidemment, on apprend au contact de toutes les personnes qu'on rencontre tous les jours. Et c'est ce qui est hyper enrichissant aussi et stimulant. Oui, tout à fait. Justement, découvrir un univers qu'on ne connaît pas avant, c'est encore plus intéressant, je pense. Je vais passer la parole à mes étudiants, nos étudiants, Mathilde, Natacha, les autres. Voilà, est-ce que vous avez Et- des questions? On va... Oui, moi j'ai une question. En fait, tu disais que justement dans ton entreprise, les valeurs, c'était pas du tout ça et tu voulais un petit peu t'en éloigner. Quelles sont les valeurs là, de Uptrade que tu essayes de faire passer un petit peu à travers tes communications? Alors, chez Uptrade, on a on a plein de choses, plein de valeurs, mais on Bien a sûr. 3 valeurs qu'on peut mettre en avant. C'est d'une part la simplicité, puisqu'on milite pour des processus simples et transparents. En fait, souvent, on parle beaucoup, on fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose derrière. Nous, on aime bien aller droit au but, en fait. Ce qui me mène aussi à la deuxième valeur, qui est l'audace, parce qu'on trouve et on est persuadé en fait, qu'il est urgent d'agir aujourd'hui dans le contexte actuel, que ce soit par la crise climatique ou même globalement, je pense qu'il est temps de faire un peu bouger les choses. Donc, on a décidé de briser les codes d'une industrie textile qui est traditionnellement très linéaire donc, dans son processus, de créer quelque chose, de le consommer puis de le jeter. Et aujourd'hui, il est essentiel en fait, de se tourner vers une économie beaucoup plus circulaire. Et la troisième valeur, c'est la proactivité, puisqu'on est convaincu que les déchets des uns font la richesse des autres. Et donc, on a vraiment à cœur de chercher la meilleure solution de revalorisation pour chaque cas et pour chaque problème rencontré. Qui sont vos clients, par exemple, Éléonore? Alors, nos clients, c'est très varié. Aujourd'hui, on a déjà plus de 150 clients. On a aussi bien des marques qui sont en création, donc des marques qui ont besoin de petites quantités de tissus pour commencer leur activité. On peut aussi avoir des créateurs, des designers qui vont travailler de façon plus indépendante ou qui vont presque faire des pièces uniques parfois. Et on a de plus en plus des marques qu'on pourrait appeler mass market, en fait, qui vont vouloir, d'une façon ou d'une autre, aller vers des modes de production plus responsables et du coup qui vont peut-être commencer par passer par des collections capsules avant d'essayer de généraliser un peu plus une production plus responsable. Donc, pour en citer quelques-unes, on travaille avec Gaël Constantini, on travaille avec Les Récupérables, on travaille avec une marque qui s'appelle Rusmine, avec des marques qui s'appellent Bleu M, Individu, La Fripe Française. On travaille avec Bilum aussi, qui a été qui a été précursorice, sur le sujet, qui faisait en fait, qui créait des accessoires, des sacs, plein de choses à partir de bâches publicitaires qu'elle réutilisait. Elle, ça fait plus de 10 ans qu'elle travaille sur le sujet-là. Donc voilà, on a vraiment des clients très, très variés. Et comment ça se passe? Ce sont eux qui vous démarchent ou c'est toi qui vas les chercher directement? Alors, je touche du bois, mais on a la chance jusqu'à présent d'avoir une traction naturelle. Donc, on ne fait pas pour le moment, on ne démarche pas. C'est les marques aussi bien, donc du coup, ce qu'on appelle nos clients sont des personnes qui rachètent les tissus que nos fournisseurs qui sont en fait les acteurs qui possèdent les stocks dormants. Ces deux cibles-là nous contactent d'eux-mêmes. Donc, c'est hyper intéressant pour nous et on espère que ça continuera. Et on voulait savoir aussi quelle était ta stratégie de communication du coup. Ma stratégie de Il y a des communication, étudiants de com. alors elle n'est pas très compliquée. On joue beaucoup avec les réseaux sociaux et le bouche à oreille. En fait, à la base, au tout début, quand on a lancé Uptrade, on essayait d'être très présente sur les événements, que ce soit des salons. Alors malheureusement, en ce moment, c'est un peu compliqué, depuis 1 an, mais quand on s'est lancé, c'était encore possible. Donc, on essayait le plus possible d'être sur des événements, que ce soit des salons dédiés à la mode, ça peut être Première Vision, Who's Next, etc., qui en fait regroupent quand même un certain nombre d'acteurs assez clés du secteur.
et aller les voir directement et leur parler, c'est ce qu'il y a de plus intéressant et c'est ce qui marque aussi les esprits. Et derrière, en fait, le bouche à oreille, c'est assez rapide parce qu'il suffit qu'on travaille bien avec un fournisseur, qu'il est content de ce qu'on fait, de ce qu'on a mis en place. Ils vont très vite se parler entre eux parce qu'ils sont tous regroupés, par exemple, au sein de fédérations, au sein de... Enfin, ils ont plein de groupes. Donc, si ça se passe bien avec un, il va en parler à tous ses autres collègues et du coup, ça va assez vite. Donc, pour le moment, c'est ça. Et après, on a eu la chance d'avoir plusieurs articles de presse qui ont parlé de nous et qui nous ont fait connaître. Et justement, là, tu parlais de la crise sanitaire, du coup, qui avait un peu impacté le réseautage et le bouche à oreille. Ouais. Est-ce que ça a impacté autre chose sur ton entreprise? Ou est-ce que ça a été plutôt… Pour le moment, oui, ça nous a fortement impacté. Je pense qu'on n'a pas assez de recul pour dire à quel point ça nous a impacté. Mais globalement, disons que ça a été un impact plutôt, on va dire, positif, parce que déjà, on est toujours là, donc on a réussi à en tirer le meilleur de ce qu'on pouvait en tirer. En fait, ce qui a été intéressant avec cette crise pour nous, c'est qu'on a tout l'aspect, surtout pendant le premier confinement où personne ne savait vraiment ce qui se passait et tout a été vraiment arrêté du jour au lendemain. Même en termes de production, toutes les marques qui faisaient produire hors Europe ou même dans des pays européens, ça a été mis en stand-by, donc c'était un peu compliqué. Mais nous, ça nous a permis déjà de nous poser, de faire un peu une sorte de point d'étape et de voir ce qu'on avait déjà fait jusqu'à ce moment-là, prendre un peu de recul et se dire, OK, comment on veut avancer, vers où on veut aller. Ça nous a aussi permis, du coup, plus rapidement probablement que ce qui se serait passé en temps normal, de digitaliser en fait notre offre parce que on se rendait compte que c'était indispensable de toucher des gens à distance. Et du coup, on a avancé comme ça. On a aussi beaucoup travaillé sur des sujets de masques. Donc, on a été intégré à différents groupes comme Savoir-faire ensemble ou le projet Résilience qui se sont attelés à la production de masques. Et en fait, on en est presque ressorti plus forte de ce premier confinement parce que ça nous a aussi aidé à structurer en interne tout le développement. Quand on est dans le vif du sujet et qu'on lance une entreprise et que c'est tout neuf et qu'en fait, on court un peu partout, on n'a pas toujours ce temps justement de se poser, de souffler un peu et de se dire « Ok, bon, doucement, ça ne sert à rien d'aller trop vite et parfois de foncer tête baissée droit dans le mur. Essayons d'analyser un peu ce qu'on a fait et allons-y, mais allons-y sereinement et tranquillement. » Et pareil, est-ce que tu as vu, depuis le confinement et la crise, est-ce que tu as vu des changements par rapport aux marques liés par exemple à l'upcycling est-ce que tu as vu toi des changements? Est-ce que tu as plus de demandes peut-être pour utiliser des fins de rouleau, quoi? Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, on entend énormément de projets d'upcycling, que ce soit auprès de grosses marques comme Iba a pu le citer en début de webinaire. Mais c'est sûr que les marques en ce moment sont confrontées à des réelles problématiques puisque les ventes ont été fortement impactées. Elles ont des énormes stocks aussi bien de produits finis que de matières premières. Donc, elles essaient autant que faire se peut d'utiliser certains tissus qui étaient peut-être prévus pour une collection qui au final n'a pas été faite ou est en stand-by pour d'autres collections. C'est un peu le branle-bas de combat. Nous, on est en contact avec plein de marques qui vraiment, c'est très compliqué pour elles, des grosses marques, parce qu'elles ont des stocks absolument incroyables. Donc, il y a peut-être, est-ce que maintenant, c'est toujours la question, est-ce que c'est un effet un peu marketing de se dire, je vais utiliser cette crise pour rebondir et puis pour dire, tenez, regardez, je fais de l'upcycling, je fais machin. En fait, même si derrière il y a ou pas, d'ailleurs, la question se pose du greenwashing, n'empêche que ça permet quand même de mettre en avant un certain nombre d'initiatives et ça permet de parler de ces sujets. Donc, même s'il y en a certains qui vont se mettre en avant pour ça, ça va mettre en lumière en fait des petites marques ou des initiatives autres qui, elles, le font vraiment. Donc oui, ça bouge. On a de plus en plus de demandes. Donc je pense que en fait, je suis pas capable de dire si c'est directement lié à la crise ou si c'est en fait un phénomène qui, de façon assez naturelle, s'accélère un peu quand même depuis plusieurs années. C'est forcément un peu mis en lumière et exacerbé en ce moment parce que déjà tout se fait à distance, parce que effectivement des stocks, il y en a en quantité astronomique et parce que probablement certaines boîtes
sont aussi en train de couler et du coup, il y a des stocks qui restent inutilisés. Maintenant, je pense qu'il va falloir voir si justement sur le long terme et si une fois qu'on l'espère sera sorti de cette crise, si ça continue ou si c'est un peu un soufflet qui retombe direct, quoi. Très bien. J'ai une dernière question pour vous, Éléonore, avant de passer à Victoire. On a appris, pour revenir aux réseaux sociaux et la communication, donc on a appris votre partenariat avec Vigie. Oui. On a accueilli la semaine dernière. Qu'est-ce que Vigie vous apporte et qu'est-ce que vous apportez à Vigie? En fait, travailler avec Vigie, ça va déjà, pour nous, dans un premier temps, être l'opportunité de pouvoir piloter en fait toute notre démarche RSE, d'avoir des outils qui vont nous permettre de nous fixer des objectifs, de pouvoir en fait documenter aussi nos engagements RSE. Donc ça va être hyper intéressant. Et le deuxième objectif, à la fois pour Vigie, mais aussi pour nous, ça va être d'embarquer avec nous les fournisseurs avec lesquels on travaille pour pouvoir, en fait, d'une part, nous, de notre côté, déjà garantir un peu l'origine des tissus, aller toujours vers plus de transparence, plus de traçabilité, et derrière, permettre aussi à Vigie de toucher de nouveaux fournisseurs et d'accroître leur visibilité auprès de toutes ces personnes-là. Donc, on est ravis de pouvoir faire ça avec eux. Avec vous, oui. Très bien. Merci beaucoup, Éléonore. Oui, allez-y. Est-ce que, Éléonore, est-ce que vous avez été soutenu, aidé financièrement ou autre par l'ADEME ou d'autres structures un peu d'État? Pas du tout, pas pour le moment. Et est-ce que vous avez demandé? Alors, l'ADEME, c'est compliqué. Enfin, pour le moment, on n'a pas répondu en notre nom propre sur un projet avec l'ADEME. C'est assez complexe. On ne répondait pas forcément à leurs appels à projets qu'ils ont lancés. On est en attente d'une réponse pour une première subvention avec la BPI. Mais voilà, pour le moment, on attend. Et du côté de l'éco-organisme Refashion? Non. D'accord. Bon. OK. Merci. Okay. Merci. Merci à vous. Merci. On va passer à Victoire. Donc, Victoire, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci Victoire, de vous voir. Fondatrice des magazines The Good Goods. Elle va nous donner une leçon de mode équitable. Donc, il faut savoir, Victoire, je vais vous laisser vous présenter. Et après, on va regarder ensemble une vidéo pour encourager les étudiants à s'habiller stylé et éthique et responsable. Et on en discutera. Mais je vous laisse vous présenter un petit peu, Victoire. Vous avez un parcours inédit, un peu différent. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si je vais donner une leçon, mais je vais essayer de donner quelques conseils en tout cas. Voilà, moi je suis Victoire Sacco, je suis la cofondatrice avec mon frère Thibaut d'un média en ligne qui s'appelle The Good Goods, comme les bonnes marchandises en anglais. Et c'est le premier média francophone sur la mode responsable. C'est un média à destinée du grand public sur lequel on trouve des articles d'information au sujet de l'industrie de la mode, aussi bien son impact que les initiatives en faveur de sa transition. Donc, il touche aussi bien à l'innovation, par exemple en termes de matière, qu'aux nouveaux modèles économiques, la location, l'upcycling et le recyclage, etc., dont parlait Éléonore, la transformation un peu plus circulaire de l'industrie. On a également un annuaire qui référence des marques de mode éco-responsables selon 11 critères, principalement environnementaux et sociaux, mais aussi d'inclusivité. C'est un sujet qui nous importe beaucoup. Nous avons développé un lexique des matières, un lexique des labels et un glossaire de la mode éthique. En fait, l'idée de The Good Goods, c'est d'utiliser tous les moyens digitaux comprenant les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents partout, la newsletter et le média en ligne, pour pouvoir vulgariser et rendre accessibles les informations au sujet de la mode, comprendre pourquoi elle est complexe, comprendre sa dimension peut-être un peu plus cérébrale à laquelle on n'est pas habitué, parce que c'est vrai que la mode dans l'imaginaire collectif, c'est plutôt des belles images, des shootings, des choses qui font rêver, sauf que depuis plusieurs années, on a de plus en plus accès au dark side de l'industrie et au revers de notamment de la fast fashion et de
ces quantités faramineuses de vêtements qu'on produit, qu'on vend à des coûts absolument dérisoires et qu'on détruit ou qu'on stocke parce qu'on n'en fait rien. Ce qui s'associe d'ailleurs à une espèce de morosité de la part des consommatrices et des consommateurs qui ne sont plus épanouis dans leurs vêtements, qui ne savent plus quoi porter parce qu'il y a un renouvellement qui est tellement rapide et des injonctions à être, à paraître et à suivre une tendance qu'on ne comprend pas, en fait, le prêt-à-porter par définition nous enferme dans quelque chose qui est censé aller au plus grand nombre, mais qui ne va littéralement à personne. Donc, on n'est pas vraiment à l'aise dans ces vêtements. Les systèmes de taille sont très excluants aussi parce que bien généralement, c'est un ranking qui va d'un 36 à un 42 à un 44. Donc, il y a tout un pan de la population qu'on ignore. Enfin, la mode a des tonnes de travers. Et avec The Good Goods, on essaye de mettre en lumière justement toutes ces aberrations et de pointer aussi un peu du doigt le rôle des médias et la façon dont ces dernières années, les médias ont contribué justement à nous enfermer dans ces dogmes à la fois de pro-consommation, étant poussés eux-mêmes par les annonceurs et la publicité qui les faisait vivre, et puis des codes esthétiques qui sont extrêmement étriqués. On a à côté de ça un canal un peu plus business, donc, qui est une chaîne de podcast et une newsletter business. Le podcast s'appelle Onward Fashion, solution business pour une mode durable, sur lesquelles on reçoit dans 3 typologies d'épisodes différentes, 3 types d'intervenants, des marques qui viennent apporter une expertise vraiment particulière sur un savoir-faire, un modèle qu'ils ont craqué, par exemple la réhabilitation du Made in France, par exemple la précommande, etc. L'idée, c'est de vraiment donner en transparence des clés pour que dans l'histoire de la mode, c'est un peu sans précédent, mais aujourd'hui, pour faire un œuvre de solidarité, en fait, et permettre de diffuser ces solutions au plus grand nombre pour aller ensemble vers un futur qui est soutenable, dans lequel, de toute façon, si on n'existe plus, on ne pourra plus consommer. Donc, on a tout intérêt à faire en sorte que la transition concerne tout le monde. On a des épisodes intitulés « Experts », où là, on aborde soit des sujets vraiment d'expertise type matière, par exemple les alternatives végétales au cuir, les infos, les intox autour de ça, la question du recyclage du polyester. Et enfin, une typologie tech, où là, on vient faire intervenir des startups qui proposent des solutions comme Uptrade, mais également des solutions alternatives pour le packaging, pour les plateformes logistiques, les rendre plus éthiques, etc. Et on leur donne la parole, sachant qu'on a une audience qui est principalement business. Et l'idée, c'est qu'elles puissent venir présenter leurs solutions et trouver des clients et amplifier leur voix. Parce que bien souvent, on s'est rendu compte que ces takers, ces solutionnistes, comme l'a bien montré Éléonore, ne sont pas forcément issus du milieu de la mode. Et la mode, c'est historiquement une industrie extrêmement opaque, qui a la culture du secret, du mystère, sous couvert de désirabilité, mais aussi parce que clairement, la méthode de production, c'est n'importe quoi et qu'on avait jusqu'à il y a quelques années pas très envie de montrer justement les dessous de cette mode. Aujourd'hui, tout ça est en train de se fracturer, l'industrie se réinvente et on voit que le partage de solutions, l'effort de solidarité est vraiment naissant entre des marques, principalement entre les marques de mode positionnées comme éthiques, mais pas que. Donc, nous, notre rôle, c'est on l'espère, de faire cette jonction entre les takers et puis les grandes marques. Et puis, pour revenir un petit peu à mon parcours, oui, effectivement. Alors, moi, je vais pas vous rendre service à l'IAE, mais je suis de celles qui pensent que la légitimité n'est pas corrélée au diplôme et que les diplômes ne font pas forcément la réussite ou la valeur ajoutée dans un métier. C'est important et moi, ça m'a apporté de l'assurance, mais clairement, aujourd'hui, je n'utilise pas mon diplôme princeps qui est médecin. Moi, je suis radiologue, je suis niçoise d'origine, je ne sais pas exactement où vous êtes située, mais j'ai fait tout mon externat à Nice et je suis venue à Paris en 2011 pour faire mon internat. Je suis diplômée, j'ai fait mon clinica et puis j'ai transité, ça fait 3 ans et quelques que l'entreprise existe et ça va faire 2 ans qu'on est un média. Et ça fait quelques mois que j'ai arrêté mon activité de remplacement ponctuel en libéral. Et en fait, ma carrière de médecin et ma manière d'aborder les problématiques très science-based, donc avec ce qu'on appelle c'est l'evidence-based medicine, la médecine basée sur des preuves. En fait, j'ai reporté cette méthodologie à la mode parce que pour plein de raisons personnelles et du fait d'un
profil un peu hyperactif qui est le mien. J'ai rédigé des contenus en tant que freelance pour des médias de mode qui n'étaient pas le mien il y a quelques années. Et au cours de ces enquêtes journalistiques, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à l'impact de cette industrie. Et en fait, plutôt que de rédiger une page et demie, j'ai fait un dossier d'une 20aine de pages et j'ai réalisé un travail de sourcing d'informations vraiment bibliographique en allant chercher des statistiques sur, à l'époque, c'était la prévalence des maladies chez les tanneurs de cuir, l'acidification des milieux aquatiques liés aux colorants adjacents en fait, à des usines en Chine, etc. etc. Et en fait, c'est une approche qui est finalement qui nous a permis de nous différencier sur le marché des médias et qui fait qu'on est assez singulier dans notre manière de travailler. Et c'est une approche aussi qui, de façon assez intéressante, je trouve, nous a apporté la sympathie aussi bien du grand public, c'est-à-dire qu'on est un média B2C, mais également du business, parce qu'on amenait des informations qui avaient l'air crédibles et dont on espère qu'elles le sont. Et en fait, aujourd'hui, avant de m'adresser à vous, et on s'est posé beaucoup la question avec Iba, mais je ne savais pas si je devais parler aux citoyens et citoyennes ou si je devais m'adresser aux futurs marketeurs et publicitaires et communicants que vous êtes, parce que je pense que vous avez des profils hyper divers. Et en fait, la réponse est la même. C'est-à-dire que les tips que vous allez voir dans la vidéo, bon, c'est une vidéo qui est à destinée du grand public, mais en fait, à mon sens, c'est vraiment le b.a.-ba, c'est-à-dire que ce sont des éléments des conseils de bon sens qui se sont perdus dans la communication voilà, mensongère, dans la publicité à outrance pour pouvoir faire vendre tant et plus, et qu'il nous faut nous réapproprier aussi bien par intérêt vraiment stylistique, connaissance de soi, qu'est-ce qu'on a envie de porter, qu'est-ce que je mets sur ma peau comme matière, est-ce que c'est toxique ou pas, est-ce que je valorise à travers ce que j'achète des entreprises qui correspondent à mes valeurs, de la même manière que j'ai envie d'acheter, je sais pas moi, le miel du producteur local plutôt qu'un miel importé du Pérou ou je ne sais où, vous n'avez probablement pas d'enfants encore, mais c'est souvent par là qu'on rentre, en tout cas les gens de ma génération. Voilà, qu'est-ce que je mets sur la peau de mon bébé, quelle lessive j'utilise, est-ce que ces petits pods vert fluo, ils sont super écolos, enfin voilà, c'est tout un tas de questions qu'on se pose à l'échelle citoyenne, qu'aujourd'hui les marques en fait sont obligées de se poser d'une part du fait de l'impact de leur industrie et des conséquences vraiment tangibles qu'on mesure aujourd'hui, mais aussi parce que les consommateurs sont en train de se détourner. Et comme l'a dit Iba, les études conso très récentes, notamment post-Covid, montrent très fort le fait que les citoyens et les citoyennes n'ont pas envie de valoriser des marques qui n'ont pas de raison d'être, des entreprises, voire qui n'ont pas de mission et pas de raison d'exister. Et typiquement, voilà, on posait la question aujourd'hui d'une entreprise qui fabrique des bouteilles en plastique et qui avait envie qu'on l'aide à communiquer sur des bonbonnes en plastique à avoir individuellement. Mais en fait, la raison d'être pour moi de l'eau minérale, je ne suis pas sûre qu'elle existe si l'eau du robinet est bonne à consommer. Et de fait, je n'ai pas forcément envie de pousser une marque qui fabrique des bouteilles en plastique. Voilà, aujourd'hui, cette marque, si les consommateurs s'en détournent, et il en va de même dans le textile, elle va être obligée soit de mourir, soit de modifier son approche. Et par ailleurs, donc ça c'est la première chose. La deuxième, la considération est la même à l'échelle citoyenne ou à l'échelle des marques. Chacun a un niveau de conscience écologique, un degré d'information et une compréhension et une éthique aussi personnelle qui est très variable. Et nous, notre rôle en tant que média, c'est de faire la lumière sur les solutions existantes pour que les personnes puissent choisir. Et par personne, j'entends aussi bien individus que personne morale, à savoir une entreprise. Et c'est vrai qu'il y a un point très intéressant voilà, qui a été soulevé ici, c'est ce que fait aussi Éléonore, mais c'est le côté, la possibilité de travailler de façon et de collaborer positivement avec n'importe quel type de structure industrielle, du petit artisan à la très grosse entreprise. Et ça, c'est une approche qu'on a depuis le début avec The Good Good. C'est en fait la clé de notre métier, c'est vraiment la transparence. Et à partir de là, on peut travailler avec n'importe qui, dont on considère qu'il ne cherche pas, en tout cas délibérément, à faire du greenwashing. Mais ça veut dire que si demain, une marque de fast fashion vient nous voir en disant, voilà, j'essaye vraiment viscéralement de changer mes méthodes et j'aimerais communiquer dessus, est-ce que vous avez des gens parmi votre réseau qui pourraient nous aider, par exemple, à changer de sourcing matière ou réaliser un bilan carbone
Ou bien est-ce que vous avez la possibilité de nous aider à faire un plan de communication et un plan média qui nous permettent d'expliquer vraiment notre démarche et donc de ne pas nous faire taper sur les doigts en montrant notre vulnérabilité et pas en essayant de peindre en vert notre dernière collection pour montrer à quel point notre marque est merveilleuse. On est là aussi pour écouter parce qu'on a conscience très fort du fait que ces plus gros pollueurs sont aussi ceux qui ont notre futur environnemental entre les mains. Voilà. Très bien. Voilà pour Je vais vous donner la main pour passer la vidéo, peut-être. Oui, alors je vais peut-être raccourcir sur le... L'idée que j'avais au départ, ça risque d'être un peu long. C'était 3,20 pour commencer. Je vous laisse faire. Ah, pardon, je peux... Je vous donne la main, vous. Allez-y. Okay. Ah, alors, je vous donne un instant. Demande un instant, pardon. On peut passer les 5 premières. On avait fait 5 minutes, puis 2,30. Enfin, on va passer. Ouais. Je me demande peut-être si... Alors, comme vous voulez, qu'est-ce qui est le plus pertinent selon vous? Parce que... Les 5 premières, c'est bien. Ouais. Alors. On les passe. On a le temps. Après, on les passe. Je passe la pub YouTube. Et je partage mon écran là, tout de suite. Donc, pour recontextualiser, c'est une vidéo que j'ai eu la chance de faire avec Swan Périssé, qui est une youtubeuse qui a 2 chaînes, dont une qui parle d'écologie, qui est engagée pour plein de causes, notamment le féminisme et l'écologie, et qui m'a demandé de donner des conseils à sa communauté sur la thématique du shopping éthique, 3 budgets pour 3 garde-robes, un peu pour casser aussi cette idée que la mode éthique est élitiste par son coût. Effectivement, les vêtements bien produits coûtent cher. Vous voyez mon écran? Oui, très bien. Coûte cher et pour tout un tas de raisons. À partir du moment où on achète des matières de qualité et où on rémunère correctement les gens, et Sidonie, que je connais et dont j'aime énormément la marque, pourra vous en parler bien mieux que moi, voilà. Mais ça a un coût. En revanche, il y a plein de manières de consommer ou justement de repenser son approche du vêtement avant de consommer. Donc là, on en était à la phase vraiment zéro budget ou quasiment. Comment tout simplement commencer par ouvrir son dressing et voilà, démarrer par là. Je vous laisse regarder. Vous me dites si le son est bon. Dans son placard, on sort absolument toutes les fringues qu'on a et on les classe, peu importe, par type de vêtements, par type de couleur, ce qu'on veut. Et juste, on fait l'état des lieux du... Pardon. Je remets excusez-moi. Éviter qu'il y ait des trous au niveau du coude, on a rajouté des petites... J'ai fait une fausse manip. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. On espère que ça va vous servir. C'est parti pour la première étape, petit budget. Une crotte de C'est trop mignonne, Victor, parce qu'il a fait des petites fiches pour rien oublier, pour bien vous expliquer comment on fait la mode éthique. Et j'aurais laissé de les cacher à la caméra. Tout ça pour dire que c'est parti pour la première étape. On ouvre grand son placard, on sort absolument toutes les fringues qu'on a et on les classe, peu importe, par type de vêtements, par type de couleur, ce qu'on veut. Mais juste, on fait l'état des lieux du bordel qu'on a. La chose à faire du tri dans son placard. Exactement. En fait, ça va me permettre à la fois de prendre conscience de la masse de vêtements qu'on a, de leur redonner de la valeur, de retrouver une valeur sentimentale pour certains ou de dégager d'autres. Et ça va permettre d'avoir envie de les reporter, etc. Et donc, ça va déjà diminuer à fond l'envie de consommer. Donc, une fois que tu as sorti toutes ces affaires, tu fais 3 piles. Première pile, j'adore, je mets tout le temps, il n'y a aucun problème. Deuxième pile, j'adore ou je pense adorer, mais je porte jamais. Je sais pas trop pourquoi. Tu peux pas le donner. Voilà. Et 3e pile, c'est vraiment genre soit c'est complètement en lambeaux, et je vais le reconditionner, soit je le donne. Soit c'est oust. Attention, on donne dans les bandes de tri. On fait pas n'importe quoi, on jette surtout pas ses vêtements dans la poubelle. Fashion, c'est un site sur lequel vous trouvez une cartographie de l'ensemble des points de collecte, en fait, les bornes de collecte. Je vous mets le lien sous la vidéo. Est-ce que tu crois qu'en ce moment, avec le couvre-feu, tu fais des soirées pyjama chez tes copines, chez tes copains, et tu dis ce soir, on vide ton placard? Alors, c'est une méga idée. Et un peu intrusif dans la vie personnelle des gens. Mais... Vous kiffez et mettez une robe du soir si ça vous botte. Ah non, mais c'est clair. C'était en pyjama, quoi. C'est clair. Moi, je mets des robes du soir pour faire mes montages. Mais je suis toute seule à la campagne, donc c'est pas très... Les stories comme ça permet d'être belle gosse pour vous. Les amis, nous avons fini le 2e tri de notre 2e tas. Il y a 3 types de vêtements incroyables.
Donc on a fait 3 petits tas. Ici, il y a le tas des vêtements troués, déchirés. On va soit en faire des torchons ou autre chose, soit les amener à réparer chez le tailleur. Ici, il y a des vêtements magnifiques qui soit sont pas à notre taille, soit on veut faire des trucs créatifs dessus et on va en parler en détail. Mais en gros, on va les amener aussi chez le tailleur pour les rendre plus beaux, plus accessibles, pour les modifier, pour faire de l'upcycling. De l'upcycling, je ne peux pas le prononcer. Et ici, ce sont des vêtements dont tu voulais me parler. Tu as déjà fait de l'upcycling. Exactement, c'est-à-dire que tu valorises un truc déjà existant. Et en fait, avec un vêtement stylé mais taché, troué, abîmé, genre on peut avoir littéralement 70 idées pour le rendre plus beau. Ouais, et surtout pour se l'approprier, se le rendre perso, quoi. Personne d'autre que vous n'aura ça. Et vous en serez tellement fiers que vous n'aurez pas du tout envie d'aller acheter quelque chose reproduit en 10 000 exemplaires et porté par autant de gens. C'est une veste en cuir, je la trouvais triste à la mort. Je suis allée chercher aussi dans un magasin de tissus des petites roses à patch. Et depuis, je remets ma veste. Ça appartenait à la grand-mère de Victoire. Ton arrière-grand-mère, c'est en crêpe de soie. Et avant, c'était du 44. Sauf que toi, tu fais du 36. Et du coup, tu l'as fait retoucher. Non, tu l'as retouché. Mais en gros, elle te va et tu la mets. Ça, c'est une combi que j'ai achetée il y a des années et que pareil, j'ai laissé dans le placard pendant à peu près 2 ans parce que j'avais fait des taches de fond de teint partout. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée acheter ce petit galon de dentelle noire que j'ai fait poser par une couturière qui non seulement planque les taches de fond de teint, mais en plus double le volume de ma poitrine, ce qui certes n'est pas un exploit, mais en attendant, c'est très valorisant. Chacun ses besoins. C'est une jupe que Victoire a achetée dans une boutique de seconde main. Il y avait des petits trous de mythe. Et regardez ce qu'elle en a fait. Elle a cousu des petits boutons de nacre dessus. Je vous montre, c'est une aubaine et une bonne idée. Donc voilà, c'était un petit florilège d'idées. Une femme qui a un peu plus d'expérience que nous, enfin que moi en tout cas. Et maintenant, petit kit à avoir chez vous qui est très pratique. Avant de vous montrer ce qu'on va faire avec nos vêtements. C'est parti. Premier élément du kit, avoir un petit carnet magnifique sur lequel vous pouvez mettre genre des photos, des idées, des envies. Je pense qu'à chaque fois que j'aurai une envie de matière, de couleur, ou que je vois une meuf, je me dis « Ah, elle est trop belle !» Je vais essayer de savoir pourquoi elle est trop belle. Deuxième élément du kit. C'est une petite boîte avec différentes pièces. Vous pouvez soit récupérer des vêtements que vous ne voulez plus, typiquement par exemple des boutons de différents vêtements. Je suis allée au puce, j'ai acheté ces petits boutons en nacre pour 50 centimes la plaquette, j'en avais 20. Vous avez aussi des rubans, des boîtes de chocolat et de toutes les conneries qu'on vous offre toutes les 5 minutes. Vos grand-mères, c'est sûr qu'elles ont ça. Vos grands-pères aussi, parce que je vois pas pourquoi. Je suis émerveillée. Franchement, je suis émerveillée. C'est trop de bonnes idées, tout ça. Est-ce que j'ai le droit de fouiller ta boîte? Oui. Troisième élément du kit, les anti-fast fashion. Tissus. Alors ça, c'est la boîte au trésor, donc un peu le même principe que pour les boutons, etc. Là-dedans, vous mettez tous les morceaux de tissu que vous ne souhaitez pas jeter. Un truc qui est hyper cool, c'est ce qu'on appelle les coupons. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce terme. Non, on n'est pas familier de ce terme. C'est les chutes, c'est fin de rouleau, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas vendables parce qu'il reste 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres. Donc ça, c'est par exemple une soie italienne qui probablement doit coûter entre 150 et 200 € du mètre. Eh bien, j'ai eu un coupon de 3,50 mètres pour 26 €. Donc tu as eu un grand morceau de tissu de grand couturier pour vraiment pas cher. Exactement. Tu vas dans un magasin de tissu et tu dis bonjour, est-ce que vous avez des coupons? Exactement, c'est souvent dans des packs. On va transformer une veste que je trouve un peu triste quand j'aimerais changer la doublure. C'est partie des actes de couture que je ne sais pas faire moi-même, donc je vais la mettre chez un retoucheur, mais ça va probablement me coûter 15 balles et donc je vais avoir une nouvelle veste pour même pas 26 puisque je vais utiliser la moitié du tissu, disons 13 € et 15 €, 28 €. Waouh! Maintenant on passe à la troisième pile, c'est la pile qu'on va emmener chez le tailleur. Il y a les choses de base, déchirées, trouées, etc. Alors, donc, je vais départager mon écran. Ouais. Donc ça, évidemment, ce sont des conseils individuels. Alors, où sommes-nous? Voilà. Ça, ce sont des conseils individuels, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit peu la même approche, en fait, avec The Good Goods. On considère que voilà, il faut parler de façon hyper naturelle et spontanée et donner des conseils aux consommateurs, mais également aux marques. Parce que finalement, donc on l'a un petit peu évoqué, Éléonore l'a un petit peu évoqué au début, mais on est vraiment dans une phase de transition qui concerne aussi bien le sourcing des matières et les manières de produire que les manières de consommer. Et tout ce qui est l'économie de la fonctionnalité, le fait de valoriser l'usage et non la possession, donc la réparation des vêtements, la transformation, les conseils en style personnel, etc., sont autant de manières de générer
la productivité au sens capitaliste du terme, de générer de l'argent sans produire de nouveaux vêtements. Et ça, c'est hyper intéressant. Et pour cette raison, cette vidéo qui est humoristique et tournée de façon légère peut concerner aussi les... Quelque chose derrière, oui, tout à fait. Merci Victoire. On est frustrés parce qu'on a plein de questions, je pense, mais on a encore les autres invités. On avait la seconde vidéo aussi, mais voilà, vous nous avez donné plein d'astuces et d'idées et d'informations. Je vous invite tous à aller sur le site donc The Good Goods. Victoire, vous êtes sur Radio Monaco, il me semble aussi. Vous avez une minute. C'est ça fait. Voilà, donc on peut vous écouter aussi sur Radio Monaco. Et donc voilà, allez-y si vous voulez vous informer plein d'idées et d'informations fiables, scientifiques et des astuces un peu plus légères aussi sur la mode. Donc, allez-y. Merci Victoire. Maintenant, Vous avez quelque chose à dire? C'est bon, Victoire? Non, je vous remercie. Pas de problème. De toute façon, si on a le temps après, on peut revenir sur plein d'autres choses. Mais voilà, il y a les autres invités. Sidonie, bonsoir. On va voir rapidement avec vous votre marque, nous présenter votre marque. Voilà, qui vous êtes et la marque Thelma Rose, que j'avoue, moi, je ne connaissais pas. Et pourtant, c'est une marque sur Nice. Donc, allez-y, présentez-nous votre marque avant d'être avec Grégory. Vous n'avez pas... Oui, c'est mieux. Vous n'entendez pas. Oui. Je suis Sidonie Dumoulin, je suis la cofondatrice de la marque Thelma Rose. Thelma Rose, aujourd'hui, c'est une marque digitale, c'est une marque de prêt-à-porter féminin qu'on appelle éco-responsable. C'est-à-dire que nous, on travaille vraiment des pièces intemporelles, en fait, pour la femme. Et en l'occurrence, on a des coulisses de marques un petit peu spéciaux, entre guillemets, parce qu'on est 100% made in France. On a des matières qui sont sourcées en France et en Italie, avec un fil très spécial qui nous vient d'Autriche. Notre matière brute vient des forêts de hêtres qui poussent en Autriche, le fil Lenzing. Notre matière est certifiée Ocotex. Voilà, et on est en cours de labellisation Origine France garantie. Alors, effectivement, c'était chouette que je puisse intervenir ce soir parce que autant Thelma Rose n'est pas une marque locale, autant effectivement, moi, je suis à Nice depuis 3 ans et je constate qu'au niveau local, pour le coup, on en a parlé, Iba, il y a beaucoup de choses à faire en termes d'éco-responsabilité, que ce soit dans le textile ou autre chose. Alors, c'est vrai que nous, on a une histoire un petit peu particulière parce qu'on a lancé en fait la grande sœur de Thelma Rose, qui s'appelle De Mois en Mois, en 2010, avec ce même ADN d'intemporalité et puis également de transparence sur nos choix de production, de matière, etc. De Mois en Mois, c'est une marque qui s'adressait à la femme enceinte. Et depuis 2010, on a aussi ce discours de slow fashion, entre guillemets, qui consiste à dire acheter peu, mais bien. Voilà. 2010-2021, le pas est énorme. Entre-temps, nous, on a arrêté l'aventure, on l'a relancée parce qu'on a vu les mentalités évoluer beaucoup depuis ces dernières années. Et on s'est dit que du coup, voilà, c'était peut-être un timing un peu plus propice, en tout cas pour une marque comme Thelma Rose. Et aujourd'hui, le Thelma Rose est une marque digitale, ce qui nous permet, nous, d'être en direct avec le consommateur, on est en direct avec nos fournisseurs, mais également le consommateur, ce qui nous permet aussi de rendre la qualité abordable. Voilà. Alors, abordable, c'est un terme un peu subjectif, on en convient, n'empêche qu'en limitant les intermédiaires, fatalement, ça s'en ressent dans les coûts. Voilà. Super, merci beaucoup Sidonie. Et j'espère qu'on aura, comme on a discuté en off, d'avoir d'autres collaborations ensemble. On va passer la parole à Grégory qui va nous donner une idée, une vision un peu plus macro, plus globale, donc de l'économie circulaire. Voilà, pour comprendre plus cet aspect de l'économie qu'on ne connaît pas et voilà, avoir une vision un peu plus conférence, plus universitaire. À vous, Grégory, vous pouvez vous présenter aussi qui vous êtes Grégory. Alors, merci. Bonsoir, oui, on va dire bonsoir à toutes et à tous.
Alors moi, donc, je me présente, ça fait plus de 20 ans maintenant, même plus, que je travaille dans le développement durable. J'ai une fac de biologie et ensuite une école sur l'environnement. Donc j'ai travaillé au départ plutôt sur les sujets environnementaux, en bureau d'études, bureau d'ingénierie, cabinet de conseil, donc sur l'eau, les déchets, l'environnement, les impacts réglementaires, etc., etc. Et puis, petit à petit, avec l'évolution du sujet, j'ai travaillé de plus en plus sur des approches beaucoup plus développement durable, donc en IRSE, en cabinet de conseil stratégique. Et j'ai notamment cofondé en 2012 et dirigé pendant 4 ans l'Institut national de l'économie circulaire. Ouais. Donc à l'époque, on ne parlait pas d'économie circulaire, enfin, en France très peu. Il y avait la Fondation Ellen MacArthur qui avait vu le jour 2 années avant à peu près. Voilà, on en était un petit peu à ce stade-là. Et donc, ça a été une belle réussite sur la mise en avant du sujet, la sensibilisation, la mobilisation des acteurs et sur l'aspect notamment réglementaire, parce qu'on a beaucoup travaillé pour intégrer l'économie circulaire dans les différentes lois à l'époque, notamment sur la loi de transition énergétique pour la croissance verte, avant qu'il y ait la loi économique circulaire l'année passée. Donc voilà un petit peu mon parcours. Après, moi, je suis passé chez Deloitte, j'étais directeur économie circulaire et également dans un bureau d'études dans l'immobilier sur ces sujets-là. Donc, je n'ai pas spécialement travaillé dans la mode, mais par contre, j'ai travaillé avec des acteurs comme l'éco-organisme, anciennement EcoTLC, qui est devenu Refashion, et puis aussi avec d'autres acteurs du sujet. Voilà un petit peu pour cette petite présentation. Aujourd'hui, donc, je suis enseignant et formateur en économie circulaire et en RSE, et donc j'interviens notamment pour l'IAE de Nice, donc une quinzaine d'écoles. Et actuellement, je suis en train de monter en région Centre-Val de Loire un institut qui s'appelle Institut de territoire circulaire, qui est dédié au développement de l'économie circulaire dans les territoires. D'accord. Parce qu'on parle beaucoup de filières, de macros, de grands groupes, etc. Mais l'économie circulaire, c'est vraiment un enjeu territorial. Et quand je dis territorial, ce n'est pas que les collectivités, loin de là, c'est tous les acteurs à l'échelle territoriale. Donc, ce qu'on m'a demandé, ce que je vous propose, c'est, alors ça va être un peu moins sexy en termes de présentation. Parce que moi, pardon ? Non, j'ai dit, je vous nomme co-animateur. D'accord. Terminé par… Voilà. Donc, moi, ce qu'on m'a demandé, c'est d'élargir un peu le sujet par rapport à la fast fashion et l'économie circulaire dans le monde de la mode et du textile. Et alors, je ne vais pas vous montrer, vous citer les autres secteurs d'activité, mais plutôt vous expliquer pourquoi aujourd'hui on parle autant d'économie circulaire, que ce n'est pas du tout un effet de mode, mais c'est bel et bien un enjeu, je dirais, structurel par rapport à notre modèle économique. Et finalement, quand on parle d'économie circulaire, c'est un joli mot. Alors moi, j'ai repris ce que la Fondation Ellen MacArthur l'utilisait, etc. Mais par exemple, Chantal Joanneau voulait que j'appelle ça l'écologie circulaire. Je dis non, ce n'est pas possible. C'est avant tout, c'est un sujet économique. Enfin, bon. Alors, je partage mon petit slide. J'ai combien de temps là? Allez-y. D'accord, je vais essayer d'être rapide. Alors, je trouve. Donc justement, oui, l'idée est de donner une vision globale et puis pour clore notre mois durable, pour nous donner aussi des idées pour l'année prochaine sur d'autres choses, d'autres secteurs d'activité. Dans le… Excusez-moi, je cherche mon… Je ne sais pas où il est passé. Il me semble que je les ai nommés. Oui, je les ai nommés. Webinar. Ah, c'est bon, je l'ai. Hop. Donc, ce n'est pas du tout ça. Je suis vraiment désolé, j'ai perdu mon document. Ah, il est là, c'est… Je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous aider. C'est bon. Hop, voilà, je le mets en diapo. Je vais le mettre en diapo après. Voilà, j'arrive.
décidément. Pourtant, vous avez l'habitude, vous devez faire pas mal de cours. Oui, mais en ce moment, plus trop, là. Oui, elles sont en stage. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui. C'est étonnant, j'ai un... Ah, voilà, j'y arrive. Tac, webinar, il est là. Donc, je le partage. Ah, voilà, ça commence. Et on va y arriver. C'est bon, vous l'avez? Oui, très bien. OK. Donc, vous avez pris ce sujet de la fast fashion, ce qui est très bien, c'est très emblématique justement de nos modes de production et de consommation aujourd'hui. De manière générale, c'est consommation et fast consommation de manière générale, on va dire. Et donc, ce modèle de fast fashion qui s'est accéléré, notamment depuis les années 70, finalement, est beaucoup plus ancien puisqu'il repose donc sur le modèle économique qui est en place aujourd'hui à l'échelle mondiale, dans tous les pays, qui est un modèle dit linéaire. Et c'est le modèle économique qui fait tourner la planète, en tout cas en termes d'activité économique, depuis la révolution industrielle, depuis 1850 à peu près. Pourquoi on dit qu'il est linéaire? Parce que le principe, c'est on extrait des ressources naturelles, on fabrique, on distribue, on vend, on consomme et derrière, on jette massivement, même si on recycle, on récupère un petit peu. Donc aujourd'hui, c'est le modèle qui est en place aujourd'hui. Si bien que depuis la révolution industrielle, on a multiplié par 15 l'extraction des ressources. Et on voit sur ce petit graphique qui porte sur l'extraction mondiale des matières premières qu'on est passé, pour faire tourner notre économie, de 6 milliards de tonnes en 1900 à 27 milliards en 1970. Donc là, ça a vraiment commencé à s'accélérer en termes d'extraction. Et en 2015, nous étions déjà à 90 milliards de tonnes annuelles pour faire tourner notre croissance économique. Donc, vous voyez qu'on a une augmentation quasi exponentielle. Et encore, on n'était qu'en 2015. Si bien que si on continue sur cette même lancée, on estime qu'en 2050, on sera à 220 milliards de tonnes de ressources pour faire tourner notre modèle, donc 2 fois plus que la masse actuelle, ce qui est énorme. Et on va le voir que ça pose des problèmes. Alors, quand on parle de ressources, il faut distinguer 2 types de ressources différentes, même si elles posent des problèmes, ces 2 types. Donc, les renouvelables et les non renouvelables. Donc, renouvelables, comme son nom l'indique, c'est qu'elles sont théoriquement en capacité de se renouveler. Donc, on parle tout ce qui est biomasse, végétaux, forêts, agriculture, mais également l'eau, les ressources piscicoles, halieutiques, etc. On a souvent cru que ces ressources, elles étaient tellement abondantes qu'elles pouvaient se régénérer toutes seules et on pouvait taper dedans sans qu'il y ait de problème. Sauf qu'on s'est rendu compte que la Terre n'arrivait pas à, je dis la Terre, je simplifie, à régénérer finalement les ressources qu'on prenait dedans et on arrive même à détruire, faire disparaître même des populations d'espèces de poissons, par exemple. C'est pour ça que des quotas ont été mis en place pour que ces ressources puissent se renouveler. Deuxième type de ressources, c'est des ressources dites non renouvelables, géologiques même, puisqu'elles ont été créées à la formation de la Terre. Donc, c'est tout ce qui est minerais, métaux, hydrocarbures, gaz naturel, etc. Et finalement, des ressources qu'on avait très peu utilisées depuis que l'homme est sur Terre, enfin, on compte au moins l'Homo sapiens. Et c'est depuis donc, cette fameuse révolution industrielle qu'on a commencé à utiliser vraiment et de manière massive les hydrocarbures, les métaux et les minerais, avec le développement de l'industrie, des transports, de l'énergie, etc., ce qui ont fait donc accélérer notre croissance économique et qui d'ailleurs, au-delà de la croissance économique,
cette croissance tout court, pour faire simple, depuis la révolution industrielle, a apporté beaucoup de choses aux humains, mais surtout aux pays du Nord, hein, il faut le dire, hein, notamment sur la qualité de vie, l'espérance de vie, le confort, etc. etc. Alors, je disais que les deux types de ressources posaient des problèmes différents. Donc, on a parlé des ressources renouvelables sur le côté que finalement, elles n'étaient pas si épuisables, renouvelables que ça. Et d'ailleurs, on estime qu'il faut qu'on puisse utiliser les ressources renouvelables que la Terre, jusqu'à un certain niveau, à savoir que la Terre puisse les renouveler au bout d'un an. Voilà, c'est le timing. Et donc, par rapport à ce curseur, on a défini ce qu'on appelle le jour du dépassement, ou Global Footprint, pardon, qui est en fait le jour où on a déjà consommé tout ce que la Terre va pouvoir régénérer en un an. Et donc en matière de ressources renouvelables, bien entendu. Et chaque année, cette date, elle est de plus en plus tôt à l'échelle mondiale, sauf l'année passée, puisque avec la Covid, on a moins consommé, on s'est moins déplacé, etc. Et donc, il y a eu plutôt c'était le 22 août, alors qu'avant, c'était le 29 juillet 2019. Si bien qu'en 2020, il a fallu quand même 1,6 pour permettre d'assouvir tous nos besoins, se loger, se nourrir, se déplacer, etc., s'habiller. C'est l'équivalent en fait de 1,6 planètes. Donc ça, c'est à l'échelle mondiale, mais il y a des différences notables entre les pays dits riches et du Nord, même si certains sont au Sud aussi, et les pays qui ont des revenus beaucoup moins élevés, puisque les pays dits riches consomment 10 fois plus de ressources. Donc, on voit qu'il y a des inégalités clairement à l'échelle mondiale en fonction des pays. Et d'ailleurs, si on fait des focus un peu plus précis, si tous les humains vivaient comme des Américains du Nord, donc Canadiens ou Américains du Nord, il faudrait 6 planètes pour assouvir les besoins. Alors, la France, on est un peu mieux, mais on n'est quand même pas très bien placé, puisqu'il faudrait 2,5 planètes. Par contre, si on vivait tous comme des Indiens, il faudrait uniquement 0,7 planètes. Et à ce moment-là, la Terre pourrait se régénérer en matière de ressources renouvelables. Ça, c'est le premier enjeu. Sur ce schéma, ce graphique, donc on voit l'évolution de cette consommation des ressources, hein, tant renouvelables que non renouvelables. Et on voit très bien que à partir de 1900, mais même un peu avant, hein, on était relativement stagnant finalement en termes de consommation de ressources, et on a commencé à amorcer une augmentation forte à partir des années 50 et qui s'est vraiment explosé dans les années 70 avec l'arrivée de l'ultra-consommation, du marketing, de la publicité et de business model qui repose sur le fait qu'on doit acheter le plus possible tout le temps de produits et si possible les moins chers possibles, et qu'ils aient une durée de vie donc la plus courte possible. On voit que sur ce schéma, donc on voit une très forte augmentation jusqu'à aujourd'hui, et donc il y a une extrapolation, une projection, pardon, après jusqu'à 2050, et on voit qu'on est quasiment sur une courbe exponentielle en matière de consommation de ressources, notamment sur tout ce qui est minéraux non métalliques, mais on voit également que sur tous les types de ressources sont concernés. Donc pourquoi? Parce que notre modèle, ce modèle linéaire de notre économie consomme de plus en plus de ressources. Alors certes, c'est lié également à la démographie, mais pas que.
on a toujours plus de consommation de ressources. Ce n'est pas exactement parallèle par rapport à la population. Et effectivement, cette population, c'est un vrai problème, puisque je dirais que si éventuellement on restait à population constante, on pourrait essayer de trouver des solutions pour garder à peu près notre modèle actuel et essayer de réduire les impacts, de l'améliorer ici ou là, ce qu'on est en train de faire finalement actuellement. On est plus aujourd'hui dans ce genre d'approche que réellement de changement de modèle, changement de paradigme. Et donc, on voit que au niveau de la démographie, pareil, hein, la population était jusqu'en 1900 relativement constante, hein, depuis que l'homme est sur Terre, quasiment, on est autour d'1 milliard d'individus. Et là, à partir des années 50 et surtout par la suite, on a une population qui s'est mise à exploser. Avec aujourd'hui, on est à plus de 7 milliards d'individus, hein, je ne sais plus exactement, c'est peut-être 7,66 cette année. Et les projections, c'est 10 milliards d'individus en 2050. Donc, on voit que également c'est énorme parce que tous ces gens-là, ils vont consommer. Ils ont besoin de ressources pour vivre, pour se déplacer, pour se loger. Déjà, rien que les ressources de base. Je ne parle même pas de l'hyperconsommation. Donc, tout ça met des pressions supplémentaires sur les ressources renouvelables et les ressources non renouvelables. En parallèle, au-delà du nombre de la population, on va avoir une augmentation, et on l'a déjà, de la classe moyenne à l'échelle mondiale. On va avoir un doublement d'ici 2030. Donc, des gens aujourd'hui qui étaient plutôt en mode survie, dans la pauvreté, etc., qui vont avoir les moyens de consommer. Et étant donné que notre modèle aujourd'hui d'hyperconsommation est un modèle mondialisé, ils reproduisent exactement les mêmes travers, en guillemets, erreurs qu'on a pu faire par le passé. Alors, donc, même si c'est intéressant, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont, grâce à ce modèle, qui sont sortis de l'extrême pauvreté, hein, c'est vivre avec moins d'1,90 $ par jour, on voit bien que on va quasiment doubler en très peu de temps. Hein. On est là où on parle de 40, 50 ans. Hein. On n'est pas non plus dans 1000 ans ou je ne sais quoi. Hein. Alors, pourquoi ça pose problème également? Puisque ces ressources non renouvelables, elles sont finies. Les réserves qu'on a en très peu de temps, depuis 1850, on a déjà tapé énormément dans ces réserves. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout sur Terre, mais ce sera beaucoup plus coûteux d'aller chercher ces produits-là, enfin ces ressources. Et pour certaines ressources, ça ne vaudra pas du tout le coup, puisque, par exemple, le coût énergétique pour aller chercher de l'énergie sera supérieur au fait d'aller récupérer. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein. Le pétrole, on a déjà passé le pic. Aujourd'hui, il est compensé par les gaz de schiste, les pétroles bitumineux, ce genre de choses. Mais le pétrole brut, etc., alors, il reste quelques forages, on va en trouver, il n'y a pas de problème. Mais ça permet de repousser, en guillemets, de quelques dizaines d'années. Quelques dizaines d'années, on parle d'échéance à 2, 3 générations maximum. Hein, donc, c'est quand même très proche. Donc, je voulais vous dire, voilà, il y a un certain nombre de ressources qui sont vraiment en tension aujourd'hui. Un certain nombre de métaux, l'argent et autres. Je pense également à l'eau, bien entendu. Hein. L'eau, c'est aujourd'hui, on a 30% des besoins des humains sur Terre qui ne peuvent pas, auxquels on ne peut pas répondre parce qu'on n'a pas assez d'eau, mis à part de l'eau salée, bien entendu. Et puis, il y a un certain nombre de ressources, par exemple le phosphate. On estime qu'on a 30 ans à peu près de réserve sur le phosphate. Aujourd'hui, tout notre modèle agricole mondial, et, y compris sur la culture de coton, etc., repose sur l'utilisation d'engrais chimiques, phosphatés, etc. Donc, comment on va faire à partir du moment où on n'a plus de phosphate? Il va falloir remettre en question ce genre de démarche. Donc, finalement, on est arrivé aujourd'hui. Pourquoi on utilise autant de ressources? Vous allez me dire, on ne consomme pas autant chacun, on n'a pas l'impression que physiquement, on a autant de matière. Mais en fait, il faut savoir que pour un produit acheté,
en fait, on doit comptabiliser toutes les ressources depuis l'extraction qui ont servi à la fabrication de ce produit. C'est ce qu'on appelle le sac à dos écologique. Et je vous ai mis donc quelques exemples. Par exemple, pour une paire de baskets, il faut 3,5 kg de ressources. Pour un ordinateur, il faut 1,5 tonne de ressources pour pouvoir le produire. Une voiture d'1 tonne, il faut 70 tonnes de ressources pour les produire. Il faut savoir déjà que dès l'extraction, on retrouve que 10% de tout ce qu'on a extrait qui va se retrouver dans le produit final. Donc 90% qui sont déjà directement des déchets, alors qu'on pourrait très bien les valoriser. Tout ça pour vous dire qu'on est ce modèle est un modèle de gaspillage où aujourd'hui on ne fait pas de jetable, de gaspillage, où on n'est pas du tout efficace, efficient. Et l'enjeu de l'extraction et de la transformation est vraiment le sujet primordial. Alors, tous les sujets sont importants, hein, bien sûr, la consommation, etc. Mais en termes d'impact CO2 et d'enjeu, l'extraction des ressources, c'est 80% de l'impact CO2 de notre modèle, quoi. Donc, si on doit agir, c'est pas… OK, il faut développer les ENR, etc. Mais il faut surtout revoir nos modes de production et de consommation si on veut vraiment un jour pouvoir avoir un impact réel par rapport au dérèglement climatique. Donc, effectivement, vous avez souvent parlé des impacts environnementaux par rapport aux ressources et beaucoup, donc on s'appuie pour dire qu'il faut développer l'économie circulaire par rapport aux impacts environnementaux. Mais comme je viens de vous le montrer, au-delà de ces impacts environnementaux, qui sont de plus en plus importants hein, quand même, l'enjeu, il est vraiment comment on va continuer à faire fonctionner ce modèle économique linéaire de manière durable. Et malheureusement, on ne va pas pouvoir, donc il faut trouver d'autres solutions, puisque les impacts, certes, sont en matière d'environnement, mais ils sont notamment géopolitiques, notamment, par exemple, 40% des conflits entre États qui ont eu lieu ces 60 dernières années sont liés à des enjeux de ressources, sur des mines, sur l'eau notamment. Il y a énormément de… Moi, j'ai travaillé avec l'ambassadeur de la France à l'ONU pour l'environnement là-dessus. C'était vraiment quelque chose qui était partagé et clairement validé. Même la CIA disait que c'était le sujet. D'ailleurs, il y a un peu les guerres en Irak et autres qui vont y étaler pour du pétrole. Enfin, pas les Français, mais… voilà, donc des enjeux très forts. Donc, certes, l'économie circulaire est une des solutions. Et tous les témoignages qu'on a pu avoir aujourd'hui dans les autres webinaires nous montrent que l'espoir est là et les solutions existent et qu'aujourd'hui, on peut essayer de massifier ces bonnes pratiques, même s'il y a encore des solutions à mettre en œuvre. Mais par contre, moi, le message que je souhaitais vous faire passer ce soir, c'est que aujourd'hui, d'après ce que je perçois par rapport à l'économie circulaire, c'est par rapport aux acteurs, je ne veux pas généraliser, hein, mais on va dire la tendance forte, c'est plutôt essayer de voir comment, avec toutes ces créations, ces boucles de valeurs différentes, hein, que ce soit en upcycling, en emploi, en tout ce qu'on veut, on est plutôt quand même dans une démarche de réduction d'impact que réellement de changement de modèle. Alors, pas tout le monde. Certaines entreprises ont compris que ils étaient obligés d'évoluer, hein, comme il y a eu des évolutions, comme il y a toujours eu des évolutions. Hein. Le numérique, par exemple, a laissé des gens sur le carreau. Hein. Kodak, son business model, c'était de vendre des pellicules. Hein. Ce n'était pas du tout durable comme modèle, d'ailleurs. Le numérique, là, complètement… Aujourd'hui, Kodak n'existe plus. Alors que c'était une entreprise mondiale. Donc aujourd'hui, effectivement, tout ce qui est grand groupe, on voit plutôt que c'est quand même à la marge et qu'ils s'engagent tous sur le sujet, mais finalement, mais ils n'en font pas un sujet mainstream. Et ça, c'est vraiment ce qui est embêtant
c'est que bon, c'est très bien les bonnes initiatives, mais alors après, surcommuniquer parce qu'on a fait un produit obstaclé alors que 99% des autres produits ne le sont pas. Bon, alors déjà au niveau RSE, c'est très limite. Hein. Ce n'est pas comme ça qu'on va changer de modèle, quoi, clairement. Quoi. Donc aujourd'hui, par contre, on assiste à plein de jeunes entreprises ou de PME qui arrivent, qui inventent des solutions, des nouveaux modèles. On en a parlé tout le long de ces webinaires, hein, économique, fonctionnalité et autres, et qui, eux, peuvent être vraiment durables. Toute la question va être au regard du timing que je vous ai présenté, que ce soit en termes de finitude de ressources, d'évolution de la démographie, bien sûr des impacts liés au dérèglement climatique. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on met en place en termes de bonnes pratiques est suffisant pour réellement changer la donne par rapport aux défis auxquels on fait face? Ça, je suis un peu dubitatif, parce que le vrai enjeu, c'est changer de mode de production et de consommation. Si on continue, le réemploi, c'est très bien. Acheter en réemploi, c'est très bien. Mais si c'est pour avoir encore plus de t-shirts dans son armoire, le bénéfice, il n'y est pas du tout. Si au lieu d'acheter un t-shirt neuf, vous allez en acheter 4 d'occasion, le bilan en termes d'ACV, enfin de cycle de vie, il ne sera pas forcément très positif par rapport au réemploi. Donc, c'est bien nos modes de consommation et bon, aussi les modèles de vente et de production qui doivent être changés. Et ça, c'est aujourd'hui, je pense que les Français, malgré toutes les études d'opinion qu'on peut avoir, certes, on voit des tendances d'évolution, mais ça fait longtemps hein, qu'on a des enquêtes où les gens, soi-disant, ils sont prêts à payer plus cher pour de l'environnement ou des choses comme ça. Mais après, quand ils se retrouvent concrètement, mis à part des gens qui peuvent vraiment se le permettre, je ne suis pas sûr du tout que ce soit au quotidien. Alors, il y a de plus en plus de gens, effectivement, qui s'engagent là-dessus, mais ça reste quand même relativement à la marge. Et moi, je suis assez surpris dans toutes les interventions que je peux faire auprès des jeunes, des étudiants notamment. C'est notamment quand je commence à leur parler de consommation responsable, là, ça ne va plus. C'est-à-dire qu'on veut bien changer, on veut bien que ce soit les entreprises, les industries, les États qui mettent en place tout ce qu'il faut pour qu'on ait des solutions, et notamment environnementales, mais la remise en question personnelle, qui est forcément nécessaire, là, on a plutôt quand même des réticences, alors pas tout le monde, hein, bien entendu, mais en général, moi, les retours que j'ai, c'est oui, mais moi, je veux continuer à être à la mode, acheter je ne sais pas combien de vêtements, ou etc. Et là, par exemple, je vous ai mis des exemples des objets connectés, où aujourd'hui, ça va, là, c'est en train de démarrer, mais ça devient du tout et n'importe quoi. On connecte tout maintenant, son oreiller, toutes ses chaussettes pour savoir si elles sont trouées, etc. Et là, c'est 2 petits exemples. La machine à café que vous pouvez allumer avec votre téléphone. Bon, alors je ne sais pas, c'est peut-être dans votre lit, vous allez allumer votre téléphone, votre cafetière. Je ne vois pas trop l'intérêt. Le frigo connecté, c'est un peu pareil. Est-ce qu'on a besoin que le frigo vous dise « Attention, il ne vous reste plus que 2 œufs, il faut en racheter ». Bon, on peut ouvrir la porte du frigo et regarder ce qu'il y a dedans. Alors, je ne suis pas du tout contre le numérique et au contraire, ça peut être un accélérateur de la transition vers l'économie circulaire. Hein, on le voit très clairement sur l'emploi, mais sur plein d'autres sujets. Mais on doit quand même se repenser un petit peu, finalement, quelles sont nos priorités, quels sont réellement nos besoins. Donc, je ne prône pas une décroissance type retour à la bougie et on doit tous faire nous-mêmes nos propres vêtements en laine. Ce n'est pas le cas, mais quoi qu'il en soit, il faut quand même qu'on puisse se re-questionner, puisque on aura beau essayer de faire toutes les boucles de recyclage, de réemploi, d'upcycling qu'on veut, si on reste sur ces modes de production et de consommation, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, si on arrive à tout recycler,
il y a plein de sujets qui sont associés et qui posent problème, donc on ne peut pas le faire, on couvrirait à peine 20% de nos besoins. Donc, on voit bien que aujourd'hui, on a vraiment un besoin d'accélération de cette transition pour que ça devienne mainstream et que ça devienne vraiment un changement de modèle économique pour qu'il soit durable. Et ça va passer par ce qu'on appelle le découplage, c'est-à-dire essayer de conserver une croissance économique au sens où ça apporte quand même une qualité de vie, du bien-être, etc. Il ne s'agit pas de prôner la décroissance, mais il faut pouvoir développer cette croissance économique en la découplant de notre consommation de ressources naturelles et en le découplant également des impacts sur l'environnement. Et pour finir, pour moi, l'exemple, le modèle qui me semble le plus abouti aujourd'hui en termes vraiment de transformation de nos modes de production et de consommation, c'est l'économie de fonctionnalité. Puisque l'économie de fonctionnalité, alors certes, on dit qu'on achète l'usage plutôt que le bien, mais ça sous-entend derrière surtout que l'entreprise va développer des nouveaux business models et va éco-concevoir ses produits, va rester propriétaire de ses produits, va les éco-concevoir pour que ces produits durent le plus longtemps possible, qui soient facilement réparables, qui soient facilement démontables, recyclables, évolutifs, modulables, etc. Et derrière, ils vont récupérer le produit et récupérer les matières, les ressources qui sont dedans pour pouvoir les réinjecter, soit en upcycling, soit en recyclage et autres. Voilà un petit peu le petit message que je voulais passer. Donc, moi, je suis le premier partisan, depuis toujours, bien entendu, sur l'économie circulaire, et je continue sur le sujet. Mais je pense qu'il faut vraiment appuyer sur le fait qu'aujourd'hui, c'est des changements assez radicaux qui sont nécessaires dans ces modes de production et de consommation. Ah, je ne vous entends pas, Yva. Yva, vous n'avez pas le micro. C'est bizarre, j'ai dû appuyer sans faire attention. Oui, je disais, effectivement, par rapport aux consommations, il y a un gap entre intention et consommation, et notamment chez la génération Z et les millénials, où ils ont l'intention et sont sensibilisés, ils parlent d'environnement, mais quand on passe à l'action, ils le sont moins. C'est un sujet de recherche sur lequel je travaille, sur plusieurs articles sur ce sujet-là. Et parmi ces freins, pour passer de l'intention à la consommation, il y a le prix et le style. Parce que jusqu'à maintenant, malheureusement, la mode éthique n'offre pas beaucoup de style et elle n'est pas assez fashion. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Et je pense que si on veut un changement profond de l'industrie de la mode, il faut que le changement soit opéré effectivement sur toute la chaîne de valeur, du sourcing à la production, à la logistique, consommation, même au niveau du design, de tout, sur toute la chaîne de valeur jusqu'à la circularité et la fin de vie du produit, ce qu'on appelle lifespan, et aller vers ce qu'on appelle closed loop. Donc voilà, merci. L'approvisionnement est quand même très important. Oui, tout à fait. Je rebondis sur le côté prix, et notamment sur une étude qu'on a citée tout à l'heure, où les gens voulaient moins cher, ou au moins le même prix, on a dit moins cher même, mais plus durable. Là, il y a un antagonisme. On a habitué les gens à payer pas cher les choses depuis plusieurs dizaines d'années, et que ce soit au niveau nourriture, vêtements, etc. Et on ne paye pas. Si on veut vraiment avoir des produits durables, on ne peut pas les payer pas cher. En tout cas, pas au même prix que ce qu'on peut vendre aujourd'hui. Je suis désolé, moi, quand je vois un rôti à 9 € le kilo chez Auchan, je me dis, oulala, attention, je n'ai pas envie de le manger, ce truc. Si on veut, à un moment donné, de la qualité, de la durabilité, etc., il faut pouvoir mettre le prix aux choses, peut-être acheter moins, mais acheter peut-être un peu plus cher. Oui, tout à fait. Je pense que si tout le monde s'y met, les prix vont baisser aussi. Ça a été le cas dans l'alimentaire.
et parce que déjà, ça touche les gens. Les gens ils sont plus sensibilisés au niveau alimentaire et il y a plus de gens qui vont vers le bio, etc. Et donc, ça a contribué aussi aux baisses générales au niveau alimentaire. Et je pense, par rapport à la mode, si tout le secteur, toute l'économie se met, forcément, les prix baissent tout en respectant les conditions de travailleurs, sans arriver à des prix très bas comme on l'a sur la fast fashion, certaines enseignes, mais ça permet quand même une certaine baisse de prix. Bon, je vais devoir clore le webinaire et le Sustainable Month, surtout qu'ils sont venus me chercher le campus ferme. Donc, je voulais vous remercier. Avant de vous remercier tous, pareil, je vais clore ce webinaire comme je l'ai commencé par une citation. J'avais commencé par un statement de Suzy Menkes. Je voulais finir par un statement de sa consoeur qui est beaucoup plus connue, la célèbre la papesse et la grande prêtresse de la mode Anna Wintour, celle qui a inspiré le film Le diable s'habille en Prada. Donc voilà, Anna Wintour, elle a toujours été celle qui elle fait et défait la mode et elle fait trembler les créateurs et elle a toujours voulu plus de Fashion Week, plus de création, etc. Qu'est-ce qu'elle a dit dernièrement, Anna Wintour, je vous cite, donc c'est en 2020. Je pense que c'est l'occasion pour nous tous d'examiner notre industrie de la mode et notre vie, de repenser nos valeurs et de vraiment réfléchir au gaspillage, à la quantité d'argent et à la consommation et surtout l'excès dans lequel l'industrie de la mode s'est adonnée et à la nécessité de repenser ce que représente cette industrie, ce qui est complètement à l'opposé de ce qu'elle a toujours porté et voulu. Donc, voilà son statement pour 2020. Peut-être un prélude de changement dans cette mode. Peut-être un jour, le diable s'habillera en artisan du monde. Wait and see. Voilà, je vous remercie pour ce webinaire, pour ce Sustainable Month. Je tiens à remercier tous les invités aujourd'hui. Éléonore, merci beaucoup. Victoire, Sidonie et Grégory. On avait vraiment j'avais encore plein de questions, les étudiants aussi, mais voilà, le temps nous est compté. Je tiens à remercier déjà notre directrice qui n'a pas pu être là, mais qui soutient énormément ce projet et le Sustainable Month. Merci Céline d'être là aujourd'hui aussi, de m'aider. Merci. Et je tiens énormément à remercier nos étudiants. Je tiens à remercier Mantiaba, ma collègue qui n'est pas là aujourd'hui, mais nos étudiants de M2Com, Master 2Com, donc Mathilde, Alison, Natacha, Florian et Nico, parce qu'ils étaient ils ont super bien travaillé pour la com, mais aussi, je tiens à le dire que normalement, ils avaient déjà fini, ils ont déjà soutenu leur projet de communication qui est terminé au mois de février. Ils sont restés avec nous pour participer au webinaire et ils sont très motivés. Je les remercie énormément et j'espère que l'année prochaine, ils vont transmettre le flambeau à d'autres étudiants. Je pense qu'on aura l'année prochaine à la rentrée un autre sujet sur d'autres choses durables, mais on va continuer le sujet de la mode d'une façon différente. Donc, on a d'autres projets autour de la mode durable, pas forcément sous forme de webinaire. On croise les doigts que ça sera en présentiel l'année prochaine. Ce sera un grand événement et j'espère que peut-être nos invités de cette année, on pourra les inviter sous une forme différente pour notre collaboration, un projet différent. Et je vous remercie tous. Et s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose avant de fermer ce Sustainable Month, allez-y, c'est l'occasion. Je vous écoute. Si quelqu'un a encore une question ou autre, ça va? Moi, je peux citer Einstein, parce qu'on est dans les citations. Oui, allez-y. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Très bien, super. Je retiens tout ça et j'espère à très vite. Je vous embrasse et je vous dis prenez soin de vous. À très vite. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci, Iba. Merci, au revoir. Au revoir, Mathilde. Au revoir.